Voilà, donc on va commencer donc la quatrième vidéo, donc la dernière vidéo du chapitre 3-4 sur la digestion, donc la transformation des aliments en nutriments. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes donc les phénomènes mécaniques, les phénomènes enzymatiques, les phénomènes chimiques. Il nous reste donc à voir le dernier phénomène qui intervient dans la digestion, qui aide à la digestion, ce sont les phénomènes microbiologiques. Donc micro c'est petit et biologique ça vient de bio, donc le vivant. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par phénomène microbiologique? C'est notamment donc le microbiote. Donc le microbiote, c'est un terme qu'il faut absolument connaître. Donc pour déjà vous montrer l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le microbiote, donc on va voir une petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes, qui est très complète. Donc pour compléter le cours, donc vous pouvez éventuellement prendre une feuille blanche ou une feuille de brouillon que vous pourrez mettre ensuite, enfin, à la suite de votre cours, pour faire un petit résumé sur le microbiote. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kilos. 1 gramme d'excréments humains contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactérie-boom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer, en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Peau, yeux, nez, organes génitaux, intestin grêle et côlon. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Il est en étroite interaction avec notre intestin et joue différents rôles majeurs. Ainsi, il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une fraction des aliments, comme les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides n'est pas digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Elle est dégradée par le microbiote dans le côlon. Cette communauté intestinale assure également un rôle de barrière contre l'invasion des micro-organismes pathogènes responsables de diverses maladies. Non seulement le microbiote les empêche de s'installer en occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote luttent directement contre les pathogènes par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances bactéricides. L'intestin représente le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Ces cellules, des globules blancs, jouent un rôle primordial sur le microbiote en faisant le tri entre les bactéries nocives et celles qui, au contraire, sont bénéfiques pour la santé. Le système immunitaire influence donc la composition et la diversité du microbiote et il s'avère qu'en retour, le microbiote active et influence le système immunitaire. Le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques réduisent la variété des micro-organismes présents.
Or, leur diversité est fondamentale. Une chute de 30 à 40% de cette diversité peut provoquer l'apparition de certaines maladies chroniques, diabète de type 2, problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Inversement, en modifiant la composition du microbiote, on pourrait prévenir certaines pathologies. Le microbiote intervient sur la digestion, mais aussi à divers niveaux sur le fonctionnement de notre organisme. Son interaction avec le cerveau est un élément dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Il nous faut donc accepter d'être des êtres non indépendants, hébergeant d'autres êtres vivants qui nous sont indispensables. Respecter et cultiver cette symbiose active est probablement une clé majeure de notre santé. Voilà, donc une vidéo qui est vraiment très bien faite, qui vous explique vraiment ce qu'est le microbiote, comment il évolue au cours de la vie et son importance dans l'apparition de certaines pathologies. Et donc on termine par la communication qui existe entre les bactéries de votre intestin et évidemment votre cerveau. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours évidemment et on va sûrement découvrir d'autres choses très étonnantes. Alors on va regarder donc par rapport au cours ce que j'ai précisé. Donc pour mieux le comprendre, ce microbiote, donc il faut bien savoir déjà que vous prenez le document 10. Donc il y a plusieurs types de microbiotes au niveau du corps. Donc vous avez ici les microbiotes au niveau du nez et de la bouche et du pharynx, puisqu'en fait ce sont les parties qui sont en contact avec l'extérieur. Donc il y a des bactéries dans l'air que vous respirez. Donc ça peut se retrouver au niveau du nez, de la bouche et du pharynx. Au niveau de la peau, donc votre peau est recouverte de bactéries, de gentilles ou de bonnes bactéries, qui ont un rôle aussi de barrière, de protection. Les poumons aussi ont leurs propres bactéries. Le vagin donc a également son microbiote qui est vraiment très spécifique, donc des grandes bactéries allongées. Et vous l'avez sur le schéma en plus gros et en gras. Le plus grand microbiote, c'est le microbiote du système digestif. Alors si on s'intéresse au tube digestif, on va regarder donc la deuxième partie du schéma. Donc il va essentiellement, alors sur l'estomac, bon, ça peut se discuter puisqu'en fait justement il n'y a pas, il y a une acidité qui empêche quand même la plupart des bactéries de se développer. Mais surtout au niveau des intestins, donc l'intestin grêle ici et le gros intestin, donc qu'on appelle le côlon. Donc retenez bien ces deux organes. L'essentiel des bactéries, des microbiotes du tube digestif se trouve au niveau de l'intestin et du côlon. Alors justement au niveau de l'estomac, pour vous donner une petite idée, c'est un milieu donc où il y a de l'oxygène, mais il y a de l'acide. Donc finalement, le nombre de bactéries est assez limité, je vous l'ai dit. Il y en a quand même. C'est entre 10 à 1000 bactéries par millilitre. Donc c'est par millilitre. C'est en fait ce qu'on a fait, c'est l'expérience, c'est qu'on a filtré 1 millilitre de liquide qui est dans l'estomac. On a retrouvé entre 10 et 1000 bactéries. D'accord ? L'intestin grêle, donc vous avez la même unité, donc il faut juste comparer les chiffres. Donc l'intestin grêle, il y a entre 10 000 et 10 millions de bactéries par millilitre. Donc là, c'est aussi un milieu où il y a un peu moins d'oxygène, mais aussi beaucoup moins d'acide. Donc finalement, les bactéries, le taux d'oxygène et le taux d'acidité permettent finalement aux bactéries de se multiplier un peu plus facilement. Et on regarde, on va dans le côlon, donc au bout du tube digestif, il y a encore beaucoup moins d'oxygène, quasiment plus, et pratiquement plus donc d'acidité. Donc même on vous met ici sans oxygène, sans acidité. Et dans ces conditions-là, il y a des bactéries justement qui sont capables de survivre et de se développer en absence d'oxygène. Donc elles ne font pas de la respiration mais de la fermentation. Donc elles n'ont pas besoin d'oxygène. Et évidemment, comme il n'y a pas d'acide, le pH est suffisamment est très favorable pour leur développement. Et là, vous voyez que le côlon, donc parmi les 3 organes du tube digestif qui contiennent des bactéries, le côlon contient entre 10 milliards et 10 000 milliards de bactéries par millilitre. D'accord ? Donc retenez bien, dans le tube digestif, 3 organes qui essentiellement contiennent des bactéries. De celui qui en contient le moins vers celui qui en contient le plus, c'est donc l'estomac, l'intestin et le côlon. Alors, dans le cours, ce que vous devez souligner, donc déjà retenir que la flore bactérienne, donc la flore, c'est toute la composition des bactéries intestinales. C'est une communauté très complexe, vous l'avez vu dans l'animation et encore c'est en dessous de la réalité. Puisque j'ai noté dans le cours plus de 100 espèces,
Oui, 100 espèces, pardon, mais on vous dit bien dans la vidéo qu'il y en a plusieurs centaines. Donc chaque individu a plusieurs centaines de bactéries différentes, d'accord, dans son microbiote. Alors justement, vous mettez bien dans le cours le mot qui manque, donc c'est bien le microbiote, mais surlignez la phrase qui est juste avant ici, c'est la définition de microbiote. Qu'est-ce qu'un microbiote? C'est l'ensemble des bactéries que possède un individu. D'accord? Et vous vous souvenez dans la vidéo, chaque personne a un microbiote bien précis. Donc on a une signature bactérienne spécifique à chaque individu. C'est un peu l'équivalent, vous l'avez vu dans l'animation aussi, à l'empreinte digitale. Alors on vous dit aussi qu'à la naissance, le tube digestif du nourrisson est stérile, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rencontré de bactéries. Par contre, évidemment, au moment de la naissance, il est en contact avec le vagin donc de la maman. Donc là, il va récupérer des bactéries vaginales. Et comme justement le vagin est proche justement de l'anus, il y a aussi une contamination fécale. Donc le fœtus, le bébé, récupère également des bactéries fécales de la maman. Donc les premières bactéries que le bébé va récupérer dans son tube digestif, ce sont les bactéries de la mère, donc vaginales et fécales. Au fur et à mesure, vous l'avez vu, il va donc ensuite diversifier toute sa population bactérienne grâce à sa nourriture, donc soit par allaitement ou par justement le lait maternisé. Mais c'est vrai qu'on conseille justement, on conseille aux mamans d'allaiter au moins quelques temps après la naissance pour justement favoriser la diversité bactérienne, puisque les bactéries, on l'a vu aussi dans la vidéo, protègent donc des maladies assez graves. Donc un bébé allaité est quand même souvent moins malade qu'un bébé qui est nourri avec un lait maternisé. Alors, justement aussi, donc la quantité de bactéries, c'est quand même impressionnant, hein, puisqu'en fait, les bactéries, donc nous, on est quand même constitué de cellules, là, on l'a vu, on est un ensemble d'appareils, un ensemble d'organes, un ensemble de tissus, et les tissus, ce sont des cellules. Donc on a énormément de cellules, donc 10 puissance 14. Mais il faut savoir qu'on a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que nos propres cellules. Donc finalement, si on fait le total d'un côté les cellules bactériennes et de l'autre côté les cellules qui constituent notre corps, ce sont les bactéries qui gagnent. D'accord? Elles sont 10 fois plus nombreuses. Donc ça, c'est aussi impressionnant. Alors, ce qu'on vous demande, c'est surtout le rôle de la digestion. Vous l'avez vu justement dans l'animation, c'était très bien fait. Ces fameuses fibres alimentaires, hein, ces sphères qui étaient un peu grises ici, elles ne sont pas, en fait, lorsqu'elles sont présentes dans les aliments, elles arrivent au niveau de l'intestin et du côlon, elles ne sont pas digérées, puisqu'en fait, tous les sucs digestifs qui ont été déversés dans le tube digestif auparavant, c'est-à-dire le suc gastrique, le suc pancréatique et la bile, n'ont aucune action sur la digestion de ces glucides. Donc ils arrivent intacts au niveau donc, de l'intestin et du côlon. Donc finalement, ces fibres vont être dégradées, soit en partie, soit totalement, par les bactéries de votre intestin. Donc finalement, ces bactéries-là auront un rôle pour terminer la digestion des fibres alimentaires qui n'ont pas été digérées. Alors évidemment, il y a des fibres qui ne sont pas digérées par les bactéries qu'on retrouve dans les selles. Donc ça, on l'avait déjà vu. Alors un petit complément rapide quand même, et c'est ce qui a été dit dans l'animation, et il faut vraiment tenir compte, d'où l'intérêt justement d'avoir une alimentation équilibrée, essayer d'avoir une vie relativement saine, c'est-à-dire éviter le stress, puisqu'en fait justement le microbiote de chaque individu joue d'autres rôles que dans la digestion. Notamment les recherches ont montré que justement la population bactérienne que l'on a dans notre intestin, notamment leur diversité, c'est-à-dire garder ces plusieurs centaines de bactéries différentes, cette diversité va faire qu'on va être protégé contre certaines maladies. Donc dans la vidéo, il y avait donc le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on développe plutôt à l'âge adulte, vers 40 ans. Il y a aussi donc les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques, et également on a fait un lien direct entre le microbiote intestinal et l'obésité. Donc ça, on termine par cette animation aussi, on vous dit bien que si on peut agir sur le microbiote d'un individu, on peut prévenir justement contre certaines pathologies. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre, hein, donc le chapitre 3-4 sur la digestion. On a terminé donc par les phénomènes microbiologiques, donc on a fait une activité en classe sur ces bactéries. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau la petite vidéo hein, de Canopé Corpus
Si vous avez des questions, donc posez-les en classe, notez-les hein, sur une feuille, ou alors vous me les posez par mail.